Jean Javert. Oui, merci, Madame Débat. Alors, tout se passe comme si nos frères du RHDP ont fini de faire le plein de leur électorat et maintenant donnent la possibilité d'être électeurs au compte-gouttes aux autres Ivoiriens. Et c'est comme ça que nous, on perçoit cela. Par quel mécanisme? Voilà. par le mécanisme d'une période de révision électorale de la liste électorale qui est très courte, oui, et qui ne permet pas aux autres Ivoiriens de le faire. Comment les autres font? Voilà. Mais déjà que la CEI ne respecte pas la loi en faisant la révision chaque année, si en plus de ça, elle donne un délai de 3 semaines pour 4 millions d'habitants d'Ivoiriens de se mettre sur la liste électorale, on a tout à fait le droit de dire que c'est fait à dessein pour faire un entonnoir, étant entendu qu'on s'est assuré que la liste existante, là, on a un... Là, sur ce point précis, est-ce qu'on sait ce que dit la loi? La loi dit 3 mois avant, on peut continuer à te mettre sur la... Mais la loi dit surtout qu'il faut que chaque année, la commission électorale procède à la révision de la liste électorale. Pour que ceux qui sont décédés soient retirés, pour que les nouveaux majeurs puissent y aller. Mais avec le retard qu'elle accuse, 2 ans quelquefois, il y a des jeunes de 18 ans, ils ne s'inscrivent sur la liste électorale que lorsqu'ils ont 22 ans, 24 ans, etc. Parce qu'on ne leur a pas permis de le faire à temps. Mais ce que je voulais dire, madame, c'est que pour être sur la liste électorale, il y a un parcours. Il faut avoir les pièces administratives. C'est vrai que depuis 2018, l'Assemblée nationale a voté une loi qui institue une procédure spéciale, mais qui est restée inconnue du grand public. Ah oui, oui. Bon, peut-être qu'au RHDP, vous étiez informé. Non, c'est informé non militant. Vous êtes député? Non, non, non. S'il vous plaît, allez-y, continuez. En 2018, je n'étais pas encore député. Je suis devenu député en 2021. Mais la loi, elle est aujourd'hui en train d'être exploitée par les Ivoiriens. Mais le délai qui reste avant la révision, il est trop court, les gens ne pourront pas. Maintenant, je voudrais rebondir sur, avant de faire les propositions, je voudrais rebondir sur les propos de mon frère qui dit on ne peut pas faire les cartes d'identité gratuitement. On ne va pas refaire le débat. Parce qu'il y a des hôpitaux à construire. Mais Laurent Gbagbo a fait les cartes d'identité gratuitement tout en construisant les hôpitaux. Ça n'a pas tué l'État de Côte d'Ivoire. Combien d'hôpitaux? Non, Madame Débat nous invitera. S'il vous plaît, monsieur. Elle nous invitera à un débat sur le bilan comparé entre Laurent Gbagbo et l'Assemblée nationale. Là-dessus, nous sommes prêts, au niveau du PPACI, nous sommes prêts, parce que vous gargarisez de ce que vous considérez comme étant du jamais vu. On va vous montrer que tout ce que vous dites. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que les Ivoiriens aient leurs documents électoraux gratuitement. L'État peut subventionner cela. C'est possible. On l'a fait. Lorsque eux, ils étaient dans l'opposition, ils ont exigé que l'État de Côte d'Ivoire donne la carte d'identité gratuitement. Et Laurent Gbagbo l'a accepté. Et ils en ont bénéficié. C'est ce qui a permis d'aller aux élections de 2010 pour qu'ils puissent avoir ce qu'on a pu avoir. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de donner la citoyenneté. Ce n'est même pas normal qu'on demande à un citoyen d'acheter sa citoyenneté auprès de son État. Ce n'est pas normal. Parce que le tarif qu'on paye aujourd'hui pour avoir la carte nationale d'identité est prohibitif. Pour le fait, avant d'y arriver, ce qu'on dépense est prohibitif. Okay. Donc il faut ça fait un bon moment que vous avez la parole. Gratuite. Oui, il faut la rendre gratuite et faire en sorte que la révision de la liste électorale là s'étende sur une période plus longue. Ça, on l'a noté. Voilà. Okay. Maintenant, quand ça s'est fait, et qu'à côté, on a fait ce que nous avons appelé l'audit de la liste électorale, à ce moment-là, on met déjà tout le monde à l'aise quant à la fiabilité de ce fichier électoral qui va servir pour la compétition. Mais au jour d'aujourd'hui, nous considérons que le RHDP, nos adversaires, partent avec près de 3000 voix d'avance avant qu'on ne commence le match. Ce n'est pas normal. Comment? Ce que nous avons décelé par la structure SAFE que le PPACI a mise en place, c'est 3 millions d'électeurs fictifs qui sont sur la liste électorale. Et c'est pour cela que nous demandons avec insistance que la liste électorale soit auditée. Okay. Ce n'est pas en faisant la révision qu'on fait l'audit. Ce n'est pas en affichant qu'on fait l'audit. L'audit a été fait dans plusieurs pays. Ça s'est fait normalement. Et le ciel n'est pas tombé sur la tête de ces pays. On vous a bien compris. Simon Do. Madame Débat, je voulais juste me réjouir de ce que nos frères du RHDP comprennent qu'il est important qu'on fasse vraiment ce processus électoral
identification, inscription, etc. sur la liste électorale de manière concomitante. Et il est possible de lever des ressources pour pouvoir le financer parce que c'est une question vitale pour la nation. Ensemble, on se met ensemble. Et j'ai dit tout à l'heure, ce n'est ni une question de RAGP, ni une question de PDCI ou de PPACI ou de chacun. C'est une question des Ivoiriens. Et je me réjouis qu'avec nos frères, on est d'accord là-dessus. Et nous allons ensemble faire des propositions au gouvernement pour demander au gouvernement d'attacher une attention particulière. Et j'insiste sur le fait que les partenaires au développement, comme ils l'ont fait en 2010, le processus a coûté plus de 100 et quelques milliards. Mais l'argent est venu d'où? Ce sont les partenaires au développement qui nous ont soutenus. Ils sont prêts à le faire. Si nous allons vers eux avec un projet sérieux, un programme qui est dans l'intérêt de tous. Donc voilà notre position. OK. Ensuite, vous avez posé, mais juste pour résumer, pour les conditions apaisées, la question de la réforme de la CEI est une question fondamentale, importante. Et là aussi, nous allons faire des propositions dans le cadre d'un dialogue inclusif qui nous permette d'aller à l'Assemblée. Parce que la configuration actuelle de l'Assemblée, moi je vais faire une proposition de loi, ben, ça va aller où? Pour convaincre. Je fais des amendements déjà, même pour une petite virgule, à l'Assemblée, la virgule est rejetée. Bon, on se connaît, monsieur Meïté, on se connaît. Je crois que nous sommes prêts, le PDCRD en tout cas est prêt, et je crois que tous nos partenaires avec nous sommes prêts à faire des propositions qui vont dans le sens d'une CEI qui soit consensuelle. Consensuelle, ça veut dire on est tous d'accord qu'avec ça, là, on va aller à un résultat dans l'intérêt de tous. Il y a un point quand même important que je veux rajouter dans la question de l'élection apaisée. Madame, on n'aura pas le temps, mais la question de la loi électorale elle-même, et je crois que Doumbia l'a dit tout à l'heure, si on a des propositions à faire dans la loi électorale elle-même, c'est capital. Nous avons des propositions à faire dans la loi électorale. Par exemple, comme au Sénégal, la publication des résultats se fera vraiment clairement bureau de vote par bureau de vote. Non pas par des compilations intermédiaires où on va manipuler les résultats. On dit, on va envoyer le PV de Brolequin, il arrive là-bas, Brolequin 1, Brolequin 2, il arrive au plus haut niveau et on va les compiler. C'est possible, les Sénégalais l'ont fait, nous pouvons aussi le faire. Donc ça, c'est un des points. Quand vous prenez par exemple dans la loi électorale, le fait que même pour imprimer des documents de la CEI, elle doit faire référence au gouvernement, mais il faut lui laisser quand même sa liberté d'action. Même les imprimés, là, elle doit écrire au gouvernement pour avoir l'autorisation. Mais non. Donc, il y a un autre aspect. OK. La loi sur la CEI, oui, mais la loi électorale elle-même, je crois que M. Doumbia a bien compris, c'est un spécialiste des élections, a bien compris, c'est là-bas aussi que ça se joue. Donc, il faut que là-bas aussi, ensemble, dans la publication des résultats, il y a une intention qui a été faite dans la loi passée. Mais on doit pouvoir l'approfondir pour faire en sorte que les choses soient un peu plus transparentes. D'accord. Et puis voilà, je voulais vraiment vous dire que là-dessus, nous sommes prêts à faire des propositions et il est important qu'il y ait ces 4 millions et plus d'Ivoiriens qui puissent s'inscrire et qui puissent participer vraiment au jeu vote démocratique. Merci, madame. Mais la question et justement, peut-être en quelques secondes, que les Ivoiriens se posent, c'est la question du timing. Est-ce qu'avons-nous suffisamment de temps? Nous, 2025, nous sommes à moins d'un an de la présidentielle. Est-ce qu'on peut mettre en place toutes ces Monsieur propositions? Thierry va répondre. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Et pour la paix. D'accord. Et pour la paix, rien n'est possible. Merci. Nous sommes tous prêts à nous investir pour la Côte d'Ivoire. Jean-Javet Tchédé? Oui, c'est possible. Rappelons-nous qu'en 2000, il a fallu 10 mois pour organiser la présidentielle. On est allé au pas de course et avec l'engagement de tous, on y est arrivé. C'est-à-dire tout est une question de volonté politique, madame. Il faut avoir d'abord la volonté de faire les choses en accéléré et d'adopter une gestion participative. Okay. Maintenant, je voudrais terminer, madame, comme j'en avais eu l'occasion, mais comme je ne savais pas que c'est le sujet, sur les conditions pour que les élections soient apaisées en 2000, c'est que nous avons longuement parlé de la CEI, mais sur la CEI, là, pour le PPACI, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une CEI sans les partis politiques, sans le pouvoir politique. OK. C'est ça qu'il nous faut. Et D'accord. là-dessus, on a des propositions claires. Comment on désigne des personnalités de ces pays? Honoré Guier nous a montré qu'on peut organiser les élections sans problème. Comment on organise sans l'influence des partis politiques, sans l'influence du pouvoir politique? On vous a bien compris pour éviter de créer un déséquilibre dans le temps de parole. Fakoukra. Merci, et ensuite, merci. Brahima Doumbia. L'honorable Simon l'a indiqué, le code électoral est une priorité. Parce que tout ce que nous allons entreprendre, Tout à fait.
il faut maquiller cela en termes de loi. Et c'est le code électoral. Aujourd'hui, par exemple, où on regarde des élections passées, il y a un système qu'on a mis en place qui est le parrainage citoyen. Ce parrainage citoyen a été pratiquement galvaudé parce qu'à la réalité, ça n'a pas servi à un vrai parrainage. Donc, il faut revoir au niveau de la philosophie même et au niveau technique comment améliorer ce système de parrainage. Deuxièmement, il y a le découpage électoral. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire où nous sommes arrivés, le niveau de démocratie, il faut que le Parlement ou l'Assemblée nationale, par exemple, soit le reflet des courants d'opinion véritables en Côte d'Ivoire. Donc, dans le découpage, nous proposons au FPI 2 listes. Une liste nationale où les gens vont aller compétir avec un mode de scrutin proportionnel et des listes locales où les gens vont compétir au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Et ce qui va permettre donc, au niveau des courants d'opinion, de faire en sorte que un seul parti ne prenne pas en considération, ou du moins des élus dans une circonscription. Et si ces 2 cartographies sont établies, je pense que ça peut améliorer le niveau de représentation tout en s'appuyant sur les 3 données que la CEI déjà a proposées et que nous-mêmes nous avons soutenu, la superficie, la population et le nombre de localités. Bien noté. Et il y a le système de vote. Dans le système de vote, il y a longtemps, nous sommes restés dans le système manuel. Or, dans le système manuel, il y a la manipulation humaine. Et partout où il y a une manipulation aggravée de l'homme, il y a de façon manifeste les soucis de fraude. Nous, on pense que aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on peut améliorer ce système-là. De sorte que si on ne peut pas aller directement au vote électronique, mais néanmoins, la biométrie qu'on utilise ici, là, la tablette, peut être obligatoire dans tous les bureaux de vote. Jusqu'à présent, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et partout où le RIDP, ce que nous avons constaté dans nos opérations, ils font en sorte que à partir de 10 heures, la tablette tombe en panne. Et prétextant que c'est un outil électronique, comme on peut faire en sorte qu'il tombe en panne. Oui, bien sûr. Normalement, la commission électorale devrait prendre des dispositions pour que des tablettes soient disposées à faire ce travail-là. Mais quand, dans une localité comme Yamsokro, à partir de 10 heures, on déclare que toutes les tablettes sont en faillite, vous comprenez qu'il y a un juge sur roche. D'accord. Donc c'est pour cela que un dialogue sur les questions électorales est nécessaire pour que nous puissions nous accorder. C'est bien noté. Merci pour cet avis. Vous aurez tout le temps de réagir, ne vous en faites pas. Je veux juste donner la parole à un téléspectateur qui est en ligne, qui nous appelle de Grand Zacri. Monsieur Yao Olivier, bonsoir. Bonsoir, madame. Pour vous, il n'est pas nécessaire d'auditer la liste électorale. C'est bien cela? Oui. On vous écoute. Allô? On vous écoute, on vous entend. Oui, pour moi, bonsoir à tout le monde. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'auditer la liste électorale parce qu'on a 13-14 mois d'élections. Vouloir auditer la liste électorale, je me dis que ça va absolument nous envoyer nulle part. Parce que moi, je me rappelle, lors des élections passées, les élections couplées du conseil régional et de la mairie, moi, la loi donne le pouvoir à tout électeur pour auditer la liste électorale, pour contester un électeur que tu n'as pas confiance. Parce que je prends un cas pratique dans notre zone à Grand Zacri. Moi, il y avait je peux dire que j'étais pratiquement un représentant du président qui a été élu, M. Netro. On a vu un nom, Savadogo Amidou. On avait un peu de doute, parce qu'on le connaissait dans la zone. Mais on s'est approché de lui, on a cherché les informations pour voir un peu, est-ce que c'est un Ivoirien, est-ce qu'il a le droit de voter? Quand on l'a approché, il nous a fourni assez d'éléments, assez de papiers. Nous-mêmes, on était rassurés. Nous-mêmes, on a allé chercher pratiquement lui et puis ses frères et ses enfants pour qu'ils puissent participer aux élections. Aujourd'hui,
si on veut auditer la liste à 13 mois, à 14 mois, moi je me dis que l'opposition même en train de se tirer une balle dans le pied. Il faut aller carrément à l'essentiel. Ok, M. Yao. À l'essentiel, en surveillant, peut-être en surveillant les bureaux de vote, il y a plein de mécanismes pour protéger les élections. Mais pour parler d'audit à 13, 14 mois des élections, je me dis que ça va vous amener nulle part. Merci pour votre appel. On a bien compris votre point. Merci beaucoup pour ce point. Monsieur, sans refaire le débat, c'est l'avis d'un téléspectateur et il a le droit de donner son avis. Donc, on ne va pas refaire le débat sur ce point. Brahima Doumbia, ensuite, Maître Abdoulaye Ben Meïté. Merci beaucoup. Ils ont évoqué beaucoup de points, mais je voudrais leur demander d'avoir un peu de respect et de considération pour le chef de l'État. On ne peut pas considérer que parce qu'il est chef d'un parti politique, qu'il ne fait pas son travail à la tête de l'État conformément non, c'est vous l'avez dit, vous l'avez dit état impersonnel, vous l'avez dit, lui l'a dit, vous l'avez dit sur le plateau. Et moi, je voudrais que vous respectiez la fonction parce que le chef de l'État, il travaille comme un homme d'État. En tout cas, le président Alassane Ouattara ne fait rien contre ou pour un Ivoirien en particulier. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'ensemble des Ivoiriens et pour leur bien-être. Et ça, je voudrais que ça soit sûr. Ensuite, je me réjouis que nos co-débatteurs reconnaissent que l'État fait des efforts. Tout à l'heure, il a parlé d'une loi, la loi spéciale qui permet les déclarations de naissance de manière gratuite sur toute l'étendue du territoire. C'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif de l'État. Ensuite, je reviens encore sur le problème de cohérence. C'est la même opposition. Et nous étions d'accord avec. Nous avons lutté ensemble avec le Front populaire à l'époque pour que l'administration ne soit pas celle qui organise les élections. Nous avons obtenu gain de cause et nous avons une institution indépendante qui organise les élections. Aujourd'hui, on vient nous dire non, il faut enlever les partis politiques, il faut faire ceci. Quel est l'Ivoirien que vous allez trouver pour mettre dans la commission électorale indépendante qui n'a pas une sensibilité? Dites-moi, il y a quel Ivoirien qui n'a pas de sensibilité politique ici? Qui n'a pas de préférence pour tel ou tel acteur politique? On n'en a pas. Et je me réjouis aussi qu'ils reconnaissent que c'est le texte, le code électoral. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. On peut en discuter et ensemble trouver les mécanismes qui renforcent la crédibilité et la transparence des élections. Il y a quelqu'un qui a parlé de parrainage qui a été galvaudé. Là encore, il y a un problème de cohérence, c'est mon ami. Lors du dialogue politique, le parrainage a été proposé par l'opposition. Le FPI à l'époque, et mon frère Kra était là, ce sont eux qui ont proposé le parrainage. Il ne peut pas dire aujourd'hui que le parrainage est galvaudé. On accepte leur proposition. 2 ans après, ils viennent dire non, que ce n'est pas bon. Et ils mettent ça sur le compte du parti au pouvoir. Non, ce sont des propositions de l'opposition. Pour vous dire que le parti au pouvoir n'est pas fermé à la discussion et, au dialogue. On écoute. Quand des propositions sont argumentées, validées, non, nous, on accompagne et puis ça passe en loi. Maintenant que c'est une loi, il y a une première pratique. Mais je sais qu'aujourd'hui, on est en train de chercher les voies et moyens d'améliorer le parrainage. Mais l'institution du parrainage ne vient pas du RADP, c'est une proposition de l'opposition. Il faut que l'opposition assume cela. OK. Maintenant, il a parlé de basculement. C'est beau, hein? Mais il faut sortir de ce débat électoraliste. Le basculement, c'est beau dans la théorie. Mais quand vous avez un enfant qui est né à Tienko, dont le NNI, il est dans les registres d'état civil à Tienko, vous le basculez sur la liste électorale immédiatement, automatiquement, alors qu'il habite maintenant à Abidjan ou à Daloa. On le met dans quel lieu de vote? On le met dans quel bureau de vote? L'inscription en Côte d'Ivoire est libre. C'est des détails. C'est la loi qui dit ça. Chaque citoyen décide d'aller s'inscrire sur la liste ou pas. Et donc, il faut laisser la possibilité aux uns et aux autres de choisir là où ils veulent aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc ça, c'est pour répondre à mon frère qui est là. Il a parlé de nouvelles technologies, mais le téléspectateur l'a dit. Mais le mécanisme, ça dit que le mécanisme des élections aujourd'hui, nous pouvons chercher à... Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que tous les candidats cherchent à être représentés dans l'ensemble des bureaux de vote. Si vous êtes un candidat
que vous n'avez pas eu la possibilité, vous n'avez pas été capable de couvrir l'ensemble des bureaux de vote, mais vous ne pouvez pas vous plaindre à la sortie des résultats qui sortent des bureaux de vote. Okay. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ceux qui boycottent les élections, chaque fois qu'on a un processus électoral, ils boycottent, ils appellent des populations à ne pas participer à ces processus électoraux. Ce n'est pas à eux aujourd'hui de venir dire que le RHDP part avec une aventure. Le RHDP a toujours travaillé sur les élections, a toujours préparé les élections. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est l'histoire du RHDP de préparer avec sérieux les élections. Et si nous avons une avance, cette avance est due au travail que nous faisons, c'est dû à l'implantation que nous faisons, mais c'est dû aussi à ceux qui décident de boycotter, de ne pas participer au député. Non, laissez-nous, vous leur avez donné suffisamment vous avez de parole. Allez-y. Et donc, il faut qu'on aille sur l'ensemble de ces éléments. Le découpage électoral. Il en a parlé comme si le découpage électoral favorisait le RHDP. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Vous prenez l'élection, les municipales. Mais le découpage électoral qui a été fait, ce n'est pas du fait du RHDP ni du président de la République. Le président de la République n'a créé que 4 communes depuis qu'il est en fonction. Il y a Gbeleban, il y a Tiegouakro, il y a Ndoussi et il y a Assini. Quand vous prenez les députés, je vous prends les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Okay. Vous prenez le Grand Nord, avec 10 régions, il y a 61 députés. Vous prenez le Grand Ouest, avec 10 régions, vous avez 82 députés. Vous prenez le Grand Centre, 6 régions, ça dit 5 régions avec le district de Yamoussoukro, vous avez 37 députés. Vous prenez l'Est, avec 3 régions, vous avez 25 députés. Le Sud, 3 régions, 19 députés. Et le district d'Abidjan, 31 députés. Dites-moi, si vous avez une implantation, je vais dire, qui est régionale, ou bien vous avez une implantation dans une seule zone, comment vous faites pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, comme le RHDP en a aujourd'hui 165 députés. Donc les 165 députés que nous avons, ce n'est pas dans une région spécifique, c'est sur toute l'étendue du territoire. On peut faire n'importe quel découpage aujourd'hui, le RHDP aura toujours la majorité parce que le RHDP, les Ivoiriens savent que le RHDP travaille pour eux, le RHDP travaille pour l'amélioration de leurs conditions de vie et donc ils adhèrent au projet du RHDP. Okay. Et donc la majorité des députés au RHDP. Donc, il ne faut pas penser que cette question donc, de découpage arrange particulièrement le RHDP, mais c'est parce que le RHDP travaille à ce que les Ivoiriens puissent adopter son projet. D'accord. Vous pouvez aller à la conclusion de vos propos, c'est bon? Ok, d'accord. Maître Aboulaye Ben Meïté. D'accord. Maître Aboulaye Ben Meïté. Sans revenir sur tout ce qui a été dit. Il a répondu vraiment à l'essentiel de ce que j'allais dire sur ce sujet-là. Mais moi, je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est l'allusion qui a été faite effectivement par mon cher ami Dr Boga sur la qualité de chef de l'État en relation avec sa qualité de chef de parti politique. Mais vous savez, je suis heureux parce que vous êtes juriste. Ce qui me dérange, parce que vous êtes quand même un acteur des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Alors, je ne vois pas quel est le problème. Vous savez, tout est une question d'éthique. Mais généralement, les gens projettent ce qu'ils sont dans les autres. Et je pense que le président de la République a toujours fait la monstration de ce que c'était un homme élégant qui sait respecter les textes que l'État s'est donnés. À ce niveau, je voudrais au moins m'interpeller en même temps l'opposition, surtout le PPACI. Quand le Premier ministre Affi N'Guessan, je crois que Kra est là, je pense qu'il était Premier ministre au moment qu'il était président de l'UFPI, ou bien c'est une erreur. C'est bien ça, hein? Oui, Premier ministre. D'accord. Il était Premier ministre. Il n'était pas président de la... Non, non. Allons-y doucement. Non, le Premier ministre d'un État. C'est-à-dire dans la même logique, il faut être cohérent. Parce qu'en fait, intellectuellement, nous avons tous une obligation de cohérence et de conséquence. Le Premier ministre, c'est lui qui gouverne la politique publique. On est d'accord? Ça veut dire effectivement, il a autorité sur tous les ministres, dont le ministre de l'économie et des finances. Donc, dans la même logique, vous conviendrez effectivement qu'on peut avoir la... Non, je vous répondrai. Qu'on peut avoir la même réflexion. Mais au demeurant, tout est une question de texte. Et je comprends, docteur Boga, il a fait allusion tout à l'heure au préfet.
C'est que s'il avait été préfet, si le chef d'État lui disait de méconnaître ses attributions, il allait le faire. Mais ce n'est pas tous les préfets qui peuvent se déterminer comme ça. Je voudrais aussi parler effectivement avec mon très cher doyen Thiédé. Il a indiqué qu'il y aurait une cellule safe au sein du PPACI. Il y en a. Qui aurait détecté des irrégularités sur la liste électorale, qui a même parlé effectivement de 3000 personnes. 3 millions. Mais je pense que le PPACI est en avance. Parce qu'il y a le contentieux de la révision de la liste électorale. Si déjà, eux, ils sont déjà prêts, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait un audit en leur sein, mais quand le contentieux va s'ouvrir, il leur est loisible d'aller effectivement à la dénonciation pour pouvoir corriger les imperfections. Mais au total, Evelyne, vous savez, je répète, de mon point de vue, la politique n'est pas incompatible avec la probité. Et qu'on n'est pas obligé de séduire sur du faux ou sur de simples allégations, mais tendancieuses de surcroît. Et je voudrais appeler l'opposition politique à d'abord comprendre ce que c'est que l'opposition, à se conformer à ce que la Côte d'Ivoire attend d'elle, notamment à constituer une force de proposition ainsi qu'une modalité donnée de devoir, mais tout en se disant que la proposition qui est faite n'est pas obligatoirement acceptée par celui à qui l'offre est faite. Okay. Parce qu'il y a l'État, il y a le parti politique. Soit dit en passant, je pense qu'ils sont financés. Le FPI est financé, le PPACI est financé, vous êtes financé, le PDCI à combien de francs? Mais oui, parce que justement, nous sommes financés. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des moyens de sensibiliser, au-delà de l'audit que vous demandez, avec les moyens qui vous sont mis à disposition, avec le nombre d'élus que vous avez, le groupe parlementaire PDCI est financé, le groupe parlementaire PPACI est financé, avec ces moyens que l'État vous donne, sur lesquels vous devez communiquer à vos militants, vous devez être à même de sensibiliser vos militants à surveiller la liste électorale et lorsque le contentieux va s'ouvrir, à dénoncer toute irrégularité sur la liste électorale. Okay. Vous avez besoin effectivement d'appeler à un audit. D'accord. D'accord, bien noté. Comme ils ont eu l'autre parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, juste un point. Il y a un qui a fait une proposition. Il y a un qui a fait une proposition de dire de faire la révision de la liste électorale jusqu'à 3 mois avant les élections. Je veux bien, hein. Moi je suis d'accord avec. Sauf que la loi dit que la liste provisoire doit être publiée au plus tard 3 mois avant la date de l'élection présidentielle. Dans ces conditions, si nous faisons la révision de la liste jusqu'à 3 mois, quel est le temps que la CEI prend pour faire tout le traitement avant l'affichage de la liste électorale? D'accord. On vous a bien compris. Monsieur, s'il vous plaît, on va s'écouter. Il faut faire des propositions réalistes. Nous sommes d'accord qu'on puisse donner le maximum de temps aux Ivoiriens pour pouvoir aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore démontré que tous les Ivoiriens qui remplissent les conditions se sont présentés dans les centres d'enrôlement et que la CEI n'a pas été capable de les enrôler. On vous a bien compris. Donc, voilà. Je suis bien obligé de vous arracher la parole. Juste une seconde, d'accord. Laissez-le, je vous donne la parole. Pas que les déclarations de l'opposition, les griefs, soient effectivement comme des manœuvres de nature à entacher le scrutin à venir pour couvrir effectivement le manque de représentativité sur le territoire national. Parce qu'effectivement... Non, moi je crois que... Non, je ne vous... Finissez, s'il vous plaît. Je ne veux pas croire... Je ne veux pas croire que ce sont des artifices... Ce n'est pas républicain, ça. Ce sont des artifices... Ce n'est pas républicain. Laissez-le terminer, vous allez réagir. Je refuse de croire que leurs propositions ou bien leurs déclarations constituent des artifices pour discréditer effectivement le processus qui va s'ouvrir. Maître Aboulaye, on vous a bien compris. Kwakoukra, ensuite Simodo et... Relativement au parrainage. Allez-y. Parce qu'il y a, on peut dire, des contre-vérités ou une fuite de responsabilité. Cette notion de parrainage, comment c'est apparu au dialogue politique? C'est dans l'optique de crédibiliser les candidatures. Ensemble, nous avons convenu de maintenir... Vous avez proposé. Pardon, Doumbia, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le terminer pour qu'on se comprenne. S'il vous plaît. Si nous l'avons fait, il y a eu d'autres propositions. Voilà. C'est
dans le souci d'aider à l'amélioration du système électoral. D'accord. Mais On a malheureusement, cette à l'application, nous n'avons pas atteint les objectifs. Non, il faut reconnaître d'abord que vous l'avez proposé. Mais Brahima Doumbia, vous n'avez pas la parole. Que vous Sinon, on ne va avez pas se accepté. comprendre. Quel mal y a-t-il à Bien sûr. proposer? Il n'y a pas de mal à proposer. Il y a quel mal? C'était D'accord. pour Terminez, crédibiliser. s'il vous plaît. Et, comment on appelle cela, ce modèle qui a été fait ailleurs, Ok. ici, techniquement, D'accord. nous n'avons pas encore trouvé les moyens de l'appliquer de façon intégrale, de sorte que ça puisse faire atteindre les objectifs que nous avons souhaités. D'accord. On a Donc, ce bien... n'est pas contre le RHDP ou... On a bien compris, on a bien compris. Messieurs, je vais proposer d'aller vers la fin de l'émission, mais dans un esprit très apaisé. Allez-y, Non, Simondo. c'est Ensuite, Dr Bokassa. Ma dernière intervention. Oui, c'est ça. Bon, je voudrais, Madame Débat, vraiment être sincère, franc avec vous. Nous sommes venus, là, et je suis venu représenter le PDCI de manière très sérieuse. Et je suis vraiment peiné par la déclaration de Ben Meïté. Nous sommes venus parler de la Côte d'Ivoire et de la volonté des Ivoiriens et des Ivoiriennes de sortir de ce cercle infernal qui aboutit à des pleurs et à des enterrements dans nos villes et villages à chaque fois que nous allons aux élections, et en particulier les élections présidentielles. Donc toutes les propositions que nous avons faites, tout le débat que nous avons fait vraiment dans l'intérêt national. Alors, il faut quand même qu'on soit sérieux quand on fait un certain nombre de commentaires. Je veux vraiment lui dire, c'est un jeune frère, je veux vraiment qu'il soit sérieux là-dessus. Maintenant, pour conclure, nous souhaitons vraiment que l'appel de l'opposition, l'appel du PDCI avec les Ivoiriens soit entendu par le président de la République, qui est le chef de l'État, pour que enfin ce dialogue positif, fraternel, se fasse autour d'une table. Et nous avons des propositions à faire. Parce que quand on va discuter, on va parler du découpage électoral, mais là aussi, soyons sérieux. Prenons le cas des États-Unis. La répartition des grands électeurs par région, par État. Sans refaire le débat. Elle se fait elle se fait sur la base de la répartition de la population. Notre découpage électoral est faux. Il est mauvais. Il n'est pas démocratique du tout. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Madame, notre volonté, c'est de faire des propositions et à la fois pour la CEI, pour qu'elle soit plus équilibrée, pour que aussi elle soit plus efficace opérationnellement, techniquement, qu'elle ait les éléments. Notre proposition, c'est de faire en sorte que la loi électorale soit une loi qui soit vraiment consensuelle. On vous a bien compris. Et que la Côte d'Ivoire échappe. Alors, je finis juste un dernier point. Rapidement, mais vraiment rapidement. Autour de nous, il y a des choses qui se passent. Regardez au Mali, regardez au Burkina, regardez en Guinée, regardez ailleurs. Nous ne voulons pas que ça se produise en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous voulons construire la paix. Parce qu'avec la paix, avec la fraternité retrouvée, autour d'un processus consensuel, on ne va pas subir ce que les gens subissent actuellement autour de nous. Merci, Dr Bogassako. Oui, moi rapidement, oui, mais très rapidement. D'abord, une question linguistique, ou de compréhension. Tout à l'heure, par exemple, quand je suis un peu le débat entre le PDC et le FP, quand on parlait de le système des parrainages a été galvaudé. Vous voyez, c'est pas une question de qui a proposé, qui n'a pas proposé, on dit galvaudé. Quand on utilise le terme galvaudé, ça veut dire que tel que ça devrait se passer, c'est pas comme cela que ça se passe. Absolument. Ça a été dévoyé. Donc, améliorons. Et puis, ce qu'on propose, on est des humains. Si c'est pas bon, on améliore. Deuxièmement, tout à l'heure, mon cher Ben Béti, évitons le juridisme. Moi, je fonctionne en tant qu'intellectuel, point par point. Tout à l'heure, j'ai cité la thèse du professeur Blue Martin. Il n'a pas fait une thèse sur le Premier ministre. Le Premier ministre, ce n'est pas une institution. Ouais. D'ailleurs, même selon la Constitution, ministre, Premier ministre, ils sont nommés. Mais ouais. Ils n'ont même pas de compte à rendre au peuple. Celui qui a des comptes à rendre, c'est le président de la République. Cette institution est tellement importante. Tout à l'heure, le frère du RADP s'est senti. Moi, j'ai tellement de respect pour en tant que chrétien même là, on prie tous les dimanches pour les dirigeants de notre pays. Donc, ce n'est pas en tant que citoyen, patriote, républicain, qui va dire non. Un intellectuel, il parle pour améliorer. Vous savez, demain, vous ne serez plus au pouvoir. Hein, parce que vous n'allez pas rester indéfiniment au pouvoir. Donc, il faut que vous et moi, on participe à laisser à ce pays des institutions qui puissent nous faire honneur. On va aux États-Unis. On voit comment les gens sont tranquilles dans leur pays, parce qu'ils ont évolué. Donc, ce que nous faisons comme débat aujourd'hui, là, c'est pour améliorer notre pays, c'est pas pour préserver un pouvoir RHDP. D'accord.
J'ai dit. Dr Bogasako, on vous a bien compris. Jean-Gervais Tchédé, Simon Dou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Abdoulaye Ben Meïté, Brahima Doumbia, Kwakoukra, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir ouvert ce débat sur la commission électorale indépendante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.